Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va basculer en 1848, mais pas seulement. On va aller du côté de la Vénus de Milo. Qui l'a découverte? Un certain Olivier Voutier. Mais si on en parle, et on parle de ça dans le Var, c'est parce qu'il y a un ouvrage qui vient de sortir. Le Colonel et la Vénus, ouvrage d'Yves Stalloni, qui vient de sortir. On aura tout à l'heure Yves Stalloni avec nous, mais ça ne sera pas le thématique du jour. On va voir que ce monsieur Voutier a acheté une propriété ailleurs, tout simplement. Le Castel Sainte-Claire, un endroit, c'était un ancien couvent. Il y a fait construire une maison, mais qui aujourd'hui est un jardin, un joli jardin de collection qui est là, un jardin finalement d'essai de plantation qui est là, qui visite gratuitement, et grâce à ça, on va balader du côté de Monsieur Voutier, de la Vénus de Milo, du côté finalement de cette histoire de cette maison et de ce castel, et puis grâce à ça, on aura différentes personnes, notamment notre invitée du jour qui est guide conférencière. Bonjour, guide interprète conférencière. Oui, j'y tiens, c'était mon ancien titre, mais je suis guide conférencière aujourd'hui. Oui. Tout à fait, Yasmina Ben-Ali-Clar, donc toi tu vas pouvoir nous parler vraiment de ce Castel Sainte-Claire tout à l'heure, et tu le fais encore visiter aussi de nos jours. Oh oui, oui, nous avons énormément de groupes parce qu'en fait les jardins sont très prisés et on termine la balade du hier médiéval sur le jardin Sainte-Claire. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Et puis voilà, pour nous accompagner aujourd'hui, le CEO du duo gagnant, tu auras une petite info tout à l'heure à nous glisser sur la date du jour, Sophie, tout à l'heure. Tout à fait. Bonjour. Bonjour Philippe. Et puis Marianne aussi. Bonjour Philippe, moi j'ai pas de petite info moi. Be quoi? Be a Grace. Grace, c'est écrit, c'est bien Grace orthographié. Voilà, c'est ça. Comme Grace Kelly. Et puis écoutez, voilà. Et puis on aura aussi pour nous faire promener dans ce jardin tout simplement un responsable botanique, Pierre Quillier, qui sera avec nous, celui de la ville d'hier. Ah, joli décor, Pierre, bravo, bonjour. Bonjour. Et c'est ton fils, je crois, qui filme là derrière, non? Ouais, il m'a aidé. Ah, ça va, il est pas très loin alors. Et avec toi, on va pouvoir découvrir des tas de choses, notamment cette fameuse fleur qui est là, la fleur du paradis. Elle a un lien totalement fort avec ce lieu aussi. Ah oui, elle a complètement bouleversé le paysage irois. C'est une introduction d'Edith Wharton, avec l'aide des botanistes de l'époque, hein, bien sûr, une plante d'Afrique du Sud. Et les premiers plants ont été plantés sur le Castel Sainte-Claire. Et très très vite, toute la floriculture hiéroise s'est appropriée, l'a semée, l'a sélectionnée, l'a mise sous serre. Et c'est pour ça qu'il y a une très grosse transformation du paysage à cette époque-là. Les serres, on va dire, semi-industrielles commencent à apparaître de partout dans la plaine. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec toi, parce que ce jardin de collection, c'est aussi ça, c'est-à-dire savoir que ces fleurs-là, finalement, elles sont arrivées ici, par chez nous, là, dans ce jardin, et celles que vous venez de voir, c'est celles qui datent de l'époque et qui sont encore ici. Et tout ça, c'est parti de l'idée d'avoir croisé un certain monsieur Stalloni qui est avec nous pour nous parler du Colonel et la Vénus. Bonjour Yves. Bonjour Philippe, bonjour à tout le monde. Alors tiens, j'ai envie de partir tout de suite et directement avec toi, Yves. Le Colonel et la Vénus, un certain Olivier Voutier a découvert cette Vénus de Milo, et finalement, ça part de là, cette idée d'eux, sur la couverture de ton ouvrage. On y voit notamment ce Castel Sainte-Claire, notamment. Oui, parce que c'est lui qui l'a fait construire. Il l'a fait tardivement par rapport à la Vénus. La Vénus est découverte en 1820. Il est un jeune aspirant. Par la suite, il a toute une série d'aventures, on pourrait y revenir, mais je n'insiste pas. Et sur le tard, parce qu'il avait déjà connu le Var et qu'il avait apprécié la région, il vient s'installer à la fin de 1848, début 49, il vient s'installer à Hyères, et là, il recherche l'emplacement idéal. Il songe à un moment à acheter la vieille ruine du château, le Casteu. Et puis, finalement, on lui propose de retrouver ce vieux couvent des Clarisses, d'où le Castel Sainte-Claire. Hein, justement, ce personnage, qu'est-ce qu'il a de clé? Parce que quelque part, à l'intérieur, tu ne parles pas que de cette période de hier, tu parles vraiment de tout le parcours de cet homme. Qui est réellement cet homme? Son parcours est absolument exceptionnel. Bon, il naît dans le centre de la France, juste un peu avant la fin du siècle, en 1796, au moment d'une agitation. Il va devenir bonapartiste. Son père a été un serviteur de l'Empire. Il fait l'école navale, qui ne s'appelle pas encore tout à fait l'école navale, mais enfin, il devient élève officier. Il est aspirant, il y a plusieurs embarquements, et un embarquement va l'amener dans les Cyclades, dans l'île de Mélos. Mélos, qui est plus connu pour nous sous le nom de Milo. Et là, le hasard, les circonstances, la chance, et peut-être la passion aussi des vieilles pierres, font qu'il va, dans une promenade, vérifier et trouver
un paysan grec qui est en train de creuser le sol pour récupérer des vieilles pierres pour construire sa maison. Et ce paysan extrait un bloc de marbre dont Voutier, qui est là avec 2 matelots qui l'accompagnent, découvre que ça peut être sans doute une statue de l'antique et une statue absolument considérable. Et à partir de là, va se développer tout le parcours de sa vie. Et si j'ai parlé de Le Colonel et la Vénus dans le titre de ce récit qui se veut romanesque, c'est parce qu'il y a une liaison entre les deux, le personnage ayant en même temps des succès féminins nombreux, multiples, variés, abondants et étant sous l'emprise de Vénus. Et tout ça, c'est toute l'histoire que tu nous racontes dans cet ouvrage, Le Colonel et la Vénus. C'est aux éditions Sud-Arène. Et surtout aussi, pareil, on va découvrir aussi que ce personnage est enterré dans ce fameux jardin, le Castel Sainte-Claire. Sur les hauteurs du jardin, et bien voilà la tombe, et on lit exactement ce qu'il faut retenir et ce qu'il a voulu que l'on retienne de sa vie, à savoir la découverte de la Vénus de Milo, mais aussi son implication dans le conflit qui opposait les Grecs aux Turcs, dans la fameuse guerre d'indépendance. Il était un de ceux que l'on a appelé les Philhellènes, qui étaient en faveur de l'indépendance grecque. Ben voilà, il est mort à Hyères, il y est enterré, et il a des descendants notamment dans la famille Oran de Sancy, qui sont des descendants directs que j'ai pu rencontrer et qui m'ont gracieusement Yves, permis d'accéder. On retrouve toute l'info là. Si je te laisse parler toute l'émission, on va plus rien apprendre sur le Castel, sur le jardin, etc. Et tu es un homme passionnant et passionné. Et avec toi, on pourrait parler des heures. Je rappelle Le Colonel et la Vénus. Et c'est toi qui m'as finalement, par le biais de cette sortie d'ouvrage, fait découvrir ce Castel Sainte-Claire, justement, qu'on va découvrir. Et je rappelle que c'est aux éditions Sud-Arène. Merci beaucoup, Yves. Merci à toi. Philippe. Finalement, il nous pose le décor de ce monsieur qui est venu construire ce fameux château, je veux dire Castel, finalement, cette fameuse maison. Et c'est le point de départ de tout, finalement, pour ce Castel Sainte-Claire. Oui, donc à la base, il y avait ce vieux couvent totalement désaffecté. Il construit la maison et il faut souligner une chose, tous les grands propriétaires qui étaient sur la colline d'Hyères, ils ont tous respecté les ruines du château. Et c'est la raison pour laquelle on dit que c'est une maison de style néo-roman, mais elle est flanquée de 2 tours crénelées parce qu'on est près des ruines et des tours du vieux château d'Hyères, qui date du XIe siècle. Et finalement, le côté, j'allais dire, jardin de collection, c'est Edith qui va le donner. J'ai oublié son nom de famille, Ayrton. Edith Wharton. Alors moi, j'ai du mal aujourd'hui avec elle. Edith Wharton est celle qui va donner un peu cette personnalité botanique, quelque part ce côté un peu, qui va amener toutes ces collections et ce jardin d'essai. Oui, elle recherche désespérément donc une maison dans le sud et la raison pour laquelle elle recherche une maison dans le midi, c'est justement pour les jardins. Elle a une passion comme le vicomte de Noailles et ça va être vraiment... la petite anecdote marrante, c'est qu'en fait, elle a reçu le prix Pulitzer en 1921. Elle a une forte somme d'argent. Elle va complètement l'engloutir dans l'élaboration de ce jardin somptueux que tous les fortunés de la Côte d'Azur venaient visiter. On rappelle, elle était romancière, elle était américaine et elle a eu un coup de cœur ici. Et ce lieu va devenir un vrai lieu de villégiature aussi. Oui, en fait, il faut dire que c'est dans l'air du temps à Hyères. Hyères est une ville d'hivernant. On a inventé la Côte d'Azur, l'art du jardin, l'acclimatation des plantes. Ces gens sont extrêmement fortunés. Et c'était le rendez-vous de l'élite littéraire, notamment André Gide, Aldous Huxley, Berenson, etc. Des gens qui fréquentaient beaucoup Sanary, etc. Oui, Berenson, Aldous Huxley vivait à Sanary, lui. Mais elle est venue, par contre, c'est important de le souligner, sous l'impulsion de Paul Bourget, qui habitait à Costebelle. Et c'est lui qui l'a fait venir à Hyères. Et c'est là qu'elle découvre cette colline dont elle tombe amoureuse. Voilà. Vous connaissiez ce jardin Sainte-Claire ou pas du tout? Non, c'est vrai qu'on en parlait, je connais la Villa Noailles. Et bien justement, c'est la situer, c'est-à-dire que quand on connaît la Villa Noailles, il suffit de descendre. Voilà. Il y a le premier jardin, c'est le jardin. Vous descendez simplement en contrebas, d'ailleurs un petit clin d'œil au vicomte de Noailles qui était passionné de jardin, ils étaient très amis tous les deux pour le jardinage, et vous descendez en contrebas sur la gauche, et là vous découvrez un somptueux jardin de 6500 mètres carrés, mais avec des essences exotiques extraordinaires, vraiment. En parlant d'essences, je vais passer la parole à Pierre Quillier. On parle de ce jardin Noailles qui est justement descendant. Il y a le premier jardin, je crois que c'est le jardin Saint-Bernard, et après arrive le jardin du Castel Sainte-Claire. Et ces 2 lieux sont complètement liés par l'histoire même. Ah oui, tellement liés. D'ailleurs, quand je fais les visites guidées, on commence surtout par Sainte-Claire.
parce que c'est là où tout a commencé. Bon, plus exactement, ça a commencé chez Paul Bourget, hein, parce que Yasmine l'a bien dit. Elle était là en villégiature et elle a trouvé cette maison qu'elle a acquise. Et puis, très très vite, elle s'est intéressée au bassin hiérois où il y avait énormément d'introducteurs de végétaux. Il y avait les pépinières du Gros Pin à l'époque, il y avait... Alors attendez, bougez pas, on va le reprendre, juste que la technique, on va t'expliquer juste ce qu'il faut arranger au niveau technique avec l'oreillette, parce qu'on t'entend plus du tout, Pierre. Mais non, ne t'inquiète pas, sois pas affolé, on va la voir très très vite. Justement, là, ce lieu-là, en plus, tu le disais, c'était un lieu vraiment d'histoire, mais au niveau architectural, il a quelque chose de très très fort aussi, ce lieu. Le Castel Sainte-Claire, même dans l'architecture du lieu, est particulière. Oui, c'est très particulier parce qu'on a plusieurs styles qui se télescopent en plus. Hein, et il faut souligner que Edith Wharton était aussi décoratrice d'intérieur. Hein, elle a réalisé un véritable bijou. C'était un petit peu une réplique de sa superbe maison dans le Massachusetts. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Elle recevait beaucoup de monde, comme les Noailles. C'était un lieu de rendez-vous de l'élite. Hein, voilà. Cette femme, justement, tu dis le côté architectural un peu fort et tu disais qu'elle recevait beaucoup de monde aussi. C'est-à-dire que, mais derrière, elle a amené quand même sa personnalité forte dans le lieu, dans la création du lieu. Elle a amené ce côté anglo-saxon et à la limite, elle a vraiment voulu un vrai jardin, j'allais dire plutôt, à l'anglaise. Elle a créé au tout départ un jardin à l'anglaise. Tu dis le mot juste parce que c'est vraiment un jardin de type anglo-saxon. En plus, il faut souligner que c'est un jardin de femmes. Elle aimait, elle a fait beaucoup de terrassement, d'irrigation, etc. Elle a beaucoup œuvré dans ce jardin. Elle avait des jardiniers qu'elle faisait venir de très loin. Hein. Elle les changeait d'ailleurs assez souvent. Et elle a fait énormément. Elle a planté beaucoup de fleurs. Elle était la seule à posséder des variétés d'acacia. Et on disait même dans l'élite, écoutez, elle a un jardin que même le prince de Monaco n'a pas. Hein. Voilà, c'était quelque chose de... Et aujourd'hui, on en retrouve encore quelques-uns, justement, des mimosas qui sont sur place et autres. C'est-à-dire que de ce jardin à l'anglaise, et on verra tout à l'heure ça avec Pierre Quillier, c'est-à-dire que de ce jardin à l'anglaise, il a été transformé avec le temps plutôt dans un jardin un peu plus anglo-saxon, un peu plus sauvage, qui s'adapte un peu plus à notre terrain. Vous savez quoi, on va faire une petite pause en vidéo avec un sujet de monsieur Franck Gualco. Il a pensé à vous, il a pensé à nous. Finalement, une balade à 10 km de chez soi, encore pour quelques jours. Ça se passe du côté du Gros Cerveau à Olioul. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Voilà, une petite idée balade en ces temps de confinement. Donc pour ceux qui sont sur l'aire toulonnaise, ça fera moins de 10 km. Donc je vous invite aujourd'hui sur une randonnée sur le Gros Cerveau, entre Olioul et Sanary. Sur le parcours, sur le versant nord du Gros Cerveau, on peut observer le fort d'Evenos, le petit village de Sainte-Anne-d'Evenos, la Sainte-Baume et exceptionnellement aujourd'hui, et ce qui est très rare pour un mois d'avril, de la neige sur les sommets de la Sainte-Baume. Alors on continue la balade. Sur le versant sud, l'observation est spectaculaire puisqu'on a une vue de l'île de Porquerolles sur toute la rade de Toulon, le Cap Sissier, la Colle Noire, toute la ville de Toulon, la Seine, Saint-Mandrier. C'est magnifique. Toujours sur le versant sud, une vue plus à l'ouest avec l'archipel des Ambiers, Sifour, Sanary, Bandol et jusqu'à l'île du Rio. Vue sur les magnifiques grès de Sainte-Anne-d'Evenos. Voilà maintenant arrivé devant le fort du Gros Cerveau. Il est en cours de restauration, que le fort qui a été construit en 890-1900. Quelques mètres maintenant du sommet, donc à 446 mètres au-dessus du niveau de la mer. On continue. Sur le massif du Gros Cerveau, vous trouverez des petits édifices de ce style. Donc ce sont des fours à chaud qui sont très fréquents sur ce massif là.
côté étymologie du nom du grand cerveau, du gros cerveau d'ailleurs, le massif du gros cerveau. Donc en fait, c'est une petite légende d'un grand cerf qu'on appelait en provençal le grand cerveu. Donc il ne mangeait pas les enfants, rien du tout, hein, c'était juste un grand cerf. Voilà, je vous rassure, il n'y en a pas. On a fait vraiment tout le tour, il n'y a pas de grand cerveu. Ça y est, la boucle est terminée. 13 km 99, donc 14 km. On a fait un petit écart là, donc de la boucle familiale. On est parti sur une boucle un peu plus compliquée. Mais c'est l'avantage du gros cerveau. Donc on peut partir sur 5, 7, 4, 11, 13, 14. La balade est de niveau moyen, accessible quand même. Et des panoramas sur le nord du département et sur le littoral. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Faites-le. Si c'est dans les 10 km, profitez-en. À bientôt. Ben voilà, une balade, et puis ben, on va continuer avec le mot balade en allant du côté de Hyères et précisément au Castel Sainte-Claire. On t'a retrouvé, Pierre Quillier, je rappelle que tu es responsable botanique de la ville d'Hyères et tu étais en train de nous parler de cette idée justement. On était sur le moment où en fin de compte cette fameuse fleur, elle a amené vraiment des vraies fleurs de collection, des fleurs qu'on retrouve encore dans votre jardin parce que c'est ça aussi, c'est un vrai jardin de collection. Et on était en train de dire, je ne sais pas si tu l'as entendu parce que c'est comme ça a coupé, ce jardin était un jardin anglais, il s'est vraiment transformé avec le temps maintenant en vrai jardin anglophone. Anglophone, oui, on peut dire ça, mais surtout où on fait de l'acclimatation et des essais, parce que ce sont des jardins avec Saint-Bernard, sur la Villa Noailles, qui nous permet de mettre des plantes pour la première fois sur le sol hiérois et de les observer avant de les mettre sur les massifs communes. Et Edith a commencé le Bourget, hein, Yasmine l'a bien expliqué tout à l'heure. C'était une conquête du territoire. C'était, elle avait la première voiture moteur, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, elle a pu s'échapper dans la campagne. C'était des parties de poissons grillés chez Cropé. Elle a crapahuté partout. Elle a rencontré les frères Jahandier qui ont décrit la flore au niveau des îles de Hyères. Ils possédaient des pépinières assez extraordinaires sur la ville de Carqueiranne. Les établissements du Gros Pain aussi, qui ont fait beaucoup d'introductions. D'ailleurs, le Strelitzia est né au Gros Pain, hein, quelque part. Mais aujourd'hui, Pierre, c'est-à-dire que ça, ce sont les végétaux de l'époque, mais il y a aussi des végétaux qui ont été ramenés pour y donner un côté peut-être plus sauvage et moins anglais, parce qu'avant, c'était pelouse verte, les haies bien taillées, voilà, etc. Et aujourd'hui, vous avez un côté un peu plus sauvage. Ce qui a dit, c'est que... Elle avait fait la Riviera italienne avec tous ces jardins de l'époque étaient plus ou moins en ruine et retournés à l'état sauvage. Et là, le truc, elle vient, elle s'installe, elle trouve des tas de végétaux déjà disponibles parce que l'acclimatation est assez ancienne sur la commune. Et elle va essayer de mettre ça en pratique avec son côté un petit peu, on va dire, anglophone. Donc, c'est vrai qu'elle va introduire la pelouse. Il y a bien un début à quelque chose. Donc, les grands carrés verts, c'était du luxe, hein, d'avoir de la verdure. Donc la problématique, ça a été l'arrosage. Donc elle s'est très vite tournée sur des végétaux que les pépiniéristes du coin proposaient. Donc elle a arrêté d'introduire des cerisiers à fleurs, des pommiers à fleurs. Donc elle est vraiment partie. Et puis surtout, elle a été séduite par la lavande de Hyères, par exemple, les cystes, toutes ces choses-là qui entourent son jardin. Et elle les a introduits avec des îles Canaries. On n'est pas très loin de Toulon, un port militaire, c'est les militaires qui ramenaient beaucoup de végétaux à l'époque. Hein. Donc, c'était un foisonnement d'acclimatation sur toute la commune. Mais voilà, aujourd'hui, un jardin en tout cas à découvrir en baladant, qui est un jardin qui est totalement actuel et vraiment avec une manière aussi de découvrir aussi. Et ce jardin d'essai, il y a un vrai lien aussi avec on a parlé de Noailles, mais pareil aussi, ce jardin Saint-Bernard qui est au-dessus, pareil, il y avait de vrais liens forts entre la famille Noailles et elle. Et elle a un peu impulsé aussi des choses pour ce jardin Saint-Bernard aussi, qui est là en remontant ou en descendant de la Villa Noailles aussi. Ce qui est très curieux, c'est que Charles de Noailles vient s'installer, Edith est déjà là. Et il s'installe, et en tant que bon voisin, on peut dire qu'Edith Wharton a mis les pieds à l'étrier au niveau du jardinage à Charles de Noailles. Charles de Noailles est un monument du jardinage en France et même en Europe. Et tout a commencé chez Edith. Et à tel point que entre les deux jardins, dans la colline du château, moi je connais le sentier, il y avait un sentier fleuri, aujourd'hui qui a plus ou moins disparu, bien sûr,
On trouve encore des plantes de jardin tout au long, entre les deux domaines. Et Charles de Noailles, le matin, en catimini, s'échapper de la Villa Noailles pour venir voir Edith Wharton. On entend vraiment très mal, Pierre. Je suis désolé parce que c'est dommage parce qu'on t'écoute, on n'entend que quelques mots et on en perd l'attention. Ouais. C'est pas grave, ne t'inquiète pas, on a eu plein de parenthèses assez agréables et je vais essayer aussi pareil de poursuivre avec Yasmina. Et Yasmina, c'est génial parce que ce jardin, on le dit collection, etc., mais le lieu était vraiment à découvrir. Et pareil, en passant par vous, les touristes, les guides conférenciers, on peut apprendre des tas de choses sur cette page d'histoire, etc., parce qu'avec vous, la visite peut durer 2 heures, 3 heures. Ah oui, moi je suis une passionnée botanique. En plus, c'est vrai que non seulement il y a la partie patrimoniale, parce que derrière la maison du Castel Sainte-Claire, on a aussi les ruines des remparts du château. Il y a des restes de vieilles portes, mais surtout la botanique. Alors, il faut vous dire que la tendance de ces dernières années, les gens sont très intéressés par les jardins, la botanique en général. Hein. D'ailleurs, vous avez vu le fleurissement dans les jardineries, les gens sont toujours dans les jardineries. Eh bien, vraiment, on a beaucoup de succès et on a tendance de plus en plus souvent à notre office du tourisme ailleurs à vendre des visites sur les jardins. Je fais très souvent des visites du jardin Olbus-Riquier aussi. Et justement, il en fait beaucoup aussi, Pierre, avec tout ce qui est école, lycée, agricole, etc. et tout, parce qu'ils sont très en demande. Aujourd'hui, le bâtiment qui est là accueille des bureaux, ceux de... Oui, alors, il a eu un cursus un peu... Quand Edith Wharton meurt en 1937, elle lègue tout à sa secrétaire. Et plus tard, c'est revendu à la ville en 1955. Ça devient même une antenne de radio, un cabinet d'assurance. Il y a eu un hôtel très luxueux aussi dans les années 50. Et en fait, aujourd'hui, c'est le siège du Parc national de Porquerolles et du Conservatoire botanique national de Porquerolles. C'est un bel écrin finalement et qui est totalement... Puis ils sont en face de leur île. C'est super. Ils voient tout parce que la vue est parfaite. Je vais te redonner la parole, Sophie. Tout à l'heure, en début d'émission, tu voulais nous donner une petite info sur la journée. Aujourd'hui, on est le 28 avril, mais c'est pas n'importe quelle journée. Oui, c'est la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail qui a pour but en fait de prévenir les accidents et les maladies sur le lieu de travail. Et la gestion du stress et l'adoption des bons réflexes nutritionnels sont des thématiques qui gagnent du terrain, puisqu'on sait maintenant que la pause déjeuner est vraiment cruciale pour être performant et bien pour mieux travailler. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré vraiment qu'une alimentation adéquate permet d'accroître de 20% les performances des collaborateurs. Tu la regardes parce qu'en ce moment, elle mange beaucoup de sucre parce qu'elle est stressée. Je ne détaillerai pas les déjeuners que nous avons eus. Non, mais c'est tout bête, c'est-à-dire que le stress, et on en parle justement midi par pur hasard. Le stress dérégule aussi le comportement alimentaire, c'est-à-dire que quand vous êtes stressé, vous allez avoir plus envie de manger sucré et c'est pas forcément ce qui va être le plus adapté pour être performant au travail. Donc on évite à midi effectivement les repas trop copieux qui vont plomber la vigilance et faire que vous allez avoir envie de dormir toute l'après-midi. Et en opposition, on évite aussi les repas trop légers qui finalement vont provoquer du grignotage dans l'après-midi et ça, c'est pas génial non plus. Donc finalement, en entreprise, ça peut être vraiment des animations sympas puisque ça va. Le but, c'est vraiment de rendre les collaborateurs acteurs de leur santé, de gagner en santé et de fédérer vraiment ces équipes au sein de l'entreprise. Voilà, donc des thématiques, comment gérer son stress par l'alimentation ou alors... En plus, je vais dire, cette bonne alimentation augmente aussi, accroît les performances. Bien sûr, tout à fait, ça accroît les performances, donc c'est gagnant pour les salariés, pour l'entreprise, et c'est une thématique vraiment qui est d'actualité. On peut aussi parler d'alimentation et horaire décalé, c'est aussi un point qui est essentiel quand vous travaillez en horaire décalé. Avoir une bonne hygiène de vie, et notamment nutritionnelle, est essentiel pour sa santé. Je trouve ça sympa de faire le lien entre sécurité, justement la journée de la santé et de la sécurité au travail, de l'associer aussi pareil à l'alimentation qui amène d'être plus en veille, plus attentif, etc. Qui est, en fin de compte, c'est hyper essentiel, notamment certains postes aussi où la sécurité est essentielle. Merci. On a retrouvé Pierre. Est-ce qu'on va bien t'entendre, Pierre? Oui. J'ai l'impression de me prendre pour Florence Artaud. Pierre? Pierre? Oui, t'entends? Oui, on t'entend. Et essaye de faire un petit mot pour conclure sur la thématique, histoire de le faire court, parce que si on te perd encore, voilà. Ouais, disons que c'est facile. Il faut visiter Sainte-Claire, il faut vraiment visiter la Villa Noailles aussi, parce que ce sont 2 jardins liés par 2 jardiniers hors pair, et qu'on a eu la chance d'accueillir sur la commune de Hyères. Et vraiment, c'est une découverte assez merveilleuse. Et je disais, tu fais découvrir ça aux scolaires, tous les lycées agricoles et autres, les associations aussi en lien avec la botanique et autres. Voilà, les petits groupes, on peut avoir une visite du responsable botanique de la ville si on le souhaite, par ce biais-là, en tout cas quand il y a une valeur ajoutée, soit école ou autre. Tout à fait, quand il y a une valeur ajoutée, sinon c'est le travail de Yasmine qui le fait admirablement bien. et elle, et puis d'autres, parce que je crois que vous êtes nombreux à faire visiter ce lieu aussi.
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de guides qui n'accrochent pas trop avec la botanique, notamment. Parce que quand il faut sortir les noms barbares des palmiers, il y a des guides qui sont un petit peu hostiles. Tu as raison, c'est pas facile. En tout cas, hier-tourisme.com. Moi aussi, pareil, j'ai oiseau de paradis, tu vois. Là, vous y retrouvez pas mal d'infos, les horaires d'ouverture, etc. Et puis, ils vont vous le situer. Et finalement, c'est une très jolie balade que vous pouvez faire dans le vieux Hier, tout simplement, avec ce parcours même d'artisans locaux que vous remontez petit à petit de ce jardin, le jardin Saint-Bernard à Villanoye. C'est une jolie balade qui peut vous prendre un petit moment et une jolie parenthèse. Merci à toutes les deux. Merci. Merci à tous. Puis tu arrêtes le sucre. Oui, je vais essayer, oui. Et c'est des pics, c'est des pics, hein. c'est des pics. Merci à toi, Yasmina, d'avoir été avec nous. Yasmina Benali Clar, notamment, guide, interprète, conférencière. Et vous pouvez retrouver toutes les infos pour cette visite-là, ou alors côté botaniste avec Pierre Quillier. Gros bisous à tous, merci et à très bientôt. Au revoir. Yves, aussi. Eh oui, Yves, le colonel à la Vénus aux éditions Sud-Arène. Merci à tous, à très vite.